Bonsoir. Aujourd'hui, on vous propose un sujet autour des microservices. Je me présente. Faisal Salifi, je suis Cloud Solution Architect et Team Lead au sein du cabinet Aveniance. Je serai accompagné de mon collègue Georges, que je laisse se présenter. Alors bonjour, Georges Abouaïdar, je suis Application Manager et Tech Lead dans un grand compte pour lequel je travaille, un grand compte de banque d'investissement. Je suis donc à la fois développeur et designer de solutions autour d'architecture clean ou craft ou microservices. Donc aujourd'hui, pareil, je veux partager avec vous ma connaissance sur le sujet. Je te redonne la main. Merci, Georges. Donc, aujourd'hui, on va essayer un peu de répondre principalement à 3 questions. Donc, la première, ça va être comment le Docker répond aux besoins de la containerisation. La deuxième question, ça va être désolé, parce que là, c'est pas ma photo qui était sur la presse, donc je switch. Alors, la deuxième question, ça va être principalement l'orchestration sur les microservices à l'aide de Kubernetes. Et la troisième, ça va être plutôt orienté applicatif. Donc, il y aura une idée sur les microservices, les bénéfices par rapport à cet écosystème, qui sera présenté par mon collègue Georges en troisième point. Alors, en commençant par une première question, c'est que c'est bien de parler sur le Docker, c'est bien de parler sur la containerisation. Alors, juste avant, je vais faire un pas en arrière et on essaie un peu de faire un petit état de lieu et où la première chose que je vais un peu essayer de vous expliquer, c'est la virtualisation. Certes, vous connaissez déjà un peu c'est quoi la virtualisation, mais juste ça me permet un peu de vous faire une liaison entre la virtualisation et la containerisation. Donc la virtualisation, comme vous connaissez tous, c'est que c'est une virtualisation ou une abstraction, une couche d'abstraction qu'on met, ce qu'on appelle un peu dans le jargon l'hyperviseur, qu'on met entre le matériel physique et un matériel virtualisé, sur lesquels ce matériel virtualisé, ce qu'on appelle un peu dans le jargon une machine virtuelle, on installera un vrai système d'exploitation. Donc, c'est un vrai Windows, un vrai Linux qui est installé comme s'il est installé sur une vraie machine. Puis après, à l'intérieur, on peut installer plusieurs applications comme si c'est une machine physique. Donc ça, c'est la notion de base de la virtualisation. L'inconvénient, je ne dirais pas vraiment l'inconvénient, mais les contraintes ou les challenges qu'on a sur la virtualisation, c'est surtout quand on veut faire du autoscale, donc l'évolution rapide d'une application. Supposons qu'en live, on a cette application, la première application, par exemple une application web, où il y a par exemple un Apache, un Python, etc., plusieurs services qui tournent. Imaginons qu'il y a un service par utilisation excessive des consommateurs, il y a un process qui commence à consommer plus de ressources physiques, certes, parce que en fin de compte, ce matériel virtualisé, il est routé directement sur le matériel physique, donc il sera consommé sur un matériel physique. Donc, plus il consomme, même si on a la possibilité de contrôler, de gouverner un peu la consommation, mais plus qu'il consomme, plus on a besoin d'aller un peu plus et de pouvoir, pour maintenir la performance initiale de l'application, pouvoir tout simplement dupliquer cette machine. Alors, c'est un peu là où il y a ce challenge, cette contrainte, c'est que quand on duplique la totalité de la machine virtuelle. Donc, on duplique la totalité de l'OS et toutes les applications qui sont dedans. Donc, c'est une consommation énorme en termes de ressources. Et comme vous le savez, si on parle un peu maintenant sur le cloud, où on est en train de partir plutôt d'être sur le mode pay as you go, donc on va payer pour une deuxième machine virtuelle. C'est pas très optimisé en termes de coût. Donc, c'est là où, parmi les points intéressants dans le dockerisation, c'est qu'un Docker, il est plus orienté, quand il va l'expliquer mon collègue Georges, après, on est plus sur un mode machine ou monolithique, on est plus en mode microservice. Et microservice, ça vient dire plusieurs services. Donc là, dans la containerisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un conteneur. Je vais expliquer un peu par la suite le mécanisme. Un conteneur peut héberger un seul service. Donc, dans les bonnes pratiques du domaine, c'est que un conteneur ne devait inclure qu'un seul service, même si on a la possibilité, techniquement parlant, d'avoir plusieurs services sur le même conteneur, mais la bonne pratique fait qu'on a besoin d'un service par conteneur. Bon, un service peut être équivalent à plusieurs process. Quand je dis un service, ce n'est pas forcément un seul process. Donc, c'est plusieurs services
plusieurs process plutôt sur le même service. Et là, on peut avoir un sorte de petit conteneur qui va servir pour un seul service. Et pour faire ça, ça nous permet un peu d'éclater cette machine virtuelle ou cette application qui est sur une machine virtuelle en plusieurs services, et chaque service il sera sur un conteneur différent. L'avantage par rapport à ce modèle-là, c'est que si on a une consommation, comme on l'a montré sur la partie machine virtuelle, si on a une consommation, par exemple, si on prend l'application 1 et qu'on a un process dans l'application 1 qui consomme énormément de ressources, et on peut même avoir en parallèle l'application 2 où il y a un deuxième process qui consomme énormément de ressources, on n'a pas besoin de dupliquer toute l'application, donc tous les conteneurs de la même application, on a juste besoin de dupliquer le process en question. Donc, en termes de rajout, on rajoute juste ce qu'on a vraiment besoin en consommation. C'est ça l'intérêt, ou parmi les intérêts de la containerisation. Certes, la containerisation ne va jamais, disons, remplacer la virtualisation parce que chacun il a son domaine d'utilisation. Mais si j'essaie de comparer entre la virtualisation et la containerisation, un point qui est assez simple à savoir, c'est que quand on parle de virtualisation, c'est plutôt une abstraction, une virtualisation au niveau matériel. Ça veut dire que ce matériel qui est physique, on ajoute une couche d'abstraction et on essaie un peu de le virtualiser. Par contre, quand on est sur le niveau containerisation, on est en train de virtualiser au niveau de système d'exploitation. Donc, c'est un seul système d'exploitation qui va héberger plusieurs conteneurs et c'est à ce niveau-là on a la virtualisation. L'avantage aussi, c'est que tant qu'on ne va pas provisionner toute une machine virtuelle en cas de besoin, on va provisionner qu'un seul process. À ce moment-là, un seul conteneur, un seul service. Si on veut le provisionner, ça va être plus rapide. Donc forcément, tant qu'on n'est pas sur une machine virtuelle, je dirais plus lent, mais plus lent, ça fait 5 ans. 5 ans, on avait la virtualisation, c'était super rapide par rapport à acheter une machine physique et la livrer, installer. Mais en comparant aujourd'hui la virtualisation et la containerisation, forcément la containerisation est plus rapide. Après, en termes d'isolation, quand je dis isolation, c'est-à-dire si un process, soit il consomme, soit il tombe en panne ou n'importe quel problème qu'on peut avoir par rapport à ça, si on est sur une machine virtuelle, si un process tombe en panne, il peut nous faire crasher toute la machine. Par contre, ici, si un process tombe en panne, il n'y a que lui qui est bloqué. C'est ce qu'on appelle une isolation au niveau process. Par contre, ici, il n'y a pas d'isolation parce que c'est une machine virtuelle. Donc ça, c'est parmi les avantages qu'on a sur la containerisation par rapport à la virtualisation. J'espère que c'était un peu clair, mais ce n'est pas le seul avantage qu'on a dans la containerisation. En fin de compte, il y a un deuxième point qu'il faut prendre en considération aussi sur ce domaine-là, c'est que si je vous dis, certes, au moment où vous avez déjà installé dans votre vie un logiciel, c'est vrai que là, ça va être un peu plus simple de dire Python 3, Python 2, mais quelquefois, on a besoin d'installer un logiciel. Prenons un peu un exemple, supposons qu'on a un CRAN, par exemple, ou un Apache à installer. Et sur cette version d'Apache, on a besoin d'un Python version 3. Alors, au moment où on l'installe la première fois, ça s'installe, il n'y a aucun souci. Mais imaginons une deuxième application sur la même machine virtuelle ou physique. On a besoin de l'installer, mais par contre, cette machine, il a besoin d'une version Python 2.0 et pas la Python 3.0. Ou peut-être Node.js, une nouvelle version. Ça, par exemple, on a un Node.js 16 et qu'elle a besoin d'une version Node.js 14.16. Si on est sur ce cas de figure, qu'est-ce qui va arriver? Si vous avez déjà eu ce cas de figure, tout simplement des erreurs en disant que les versions que vous avez sur votre système d'exploitation, ils ne peuvent pas être compatibles. En fin de compte, quand vous installez la deuxième application, ils vont vous dire la version de Python qu'on a, il n'est pas compatible parce qu'on était sur une version autre. Mais avec la containerisation, le fait de pouvoir avoir un petit conteneur que dedans je vais installer des services en isolation complète, fait que sur la même machine virtuelle ou physique, en tout cas sur le même système d'exploitation, pour arriver un peu à un niveau système d'exploitation, pour le même système d'exploitation hôte, via ce qu'on appelle le moteur de containerisation ou le Docker Engine, on a la possibilité de créer un conteneur, par exemple, qui héberge Node.js version 16, et un deuxième conteneur sur le même système d'exploitation qui est sur une autre version. Inclus aussi, si on prend le cas de Python, ça va être pareil, autre. Donc, cette possibilité d'isoler
les process, c'est surtout ce point-là qui est assez intéressant, l'isolation du process fait qu'on peut avoir en résultant sur le même système d'exploitation hôte, 2 versions pour 2 applications différentes, 2 versions de logiciels avec des versionning différents, un OGS différent, un Redis Cache différent ou un Python différent. Donc ça, c'est parmi aussi un point assez intéressant par rapport à la containerisation. Maintenant, concrètement, c'est quoi la containerisation? En fin de compte, quand on crée un container, on crée 2 niveaux d'isolation ou d'abstraction. Un premier niveau, il est au niveau process et service, on l'appelle les namespaces. En fin de compte, comme le texte dit, l'avantage de ces namespaces-là, ça nous permet de ne pas pouvoir avoir une collision entre 2 services. Et si un service il est mal exécuté ou qui plante le système, il n'aura aucun impact sur un autre container. C'est un peu l'intérêt de créer des namespaces. Deuxième niveau d'isolation, c'est au niveau matériel. En fin de compte, sur notre disque dur de cette machine-là, on va créer des petites zones dédiées et réservées à ce conteneur. Pareil pour la RAM, pareil pour le CPU. Pour le network, on ne va pas prendre une partie, mais on prend plus une réservation d'une bande passante. Mais l'intérêt, c'est de créer ce qu'on appelle les control groups. Donc, les control groups, c'est cette possibilité de superviser que ce qu'on a réservé à cette instance de conteneur, elle est dédiée à lui et qu'il ne dépassera pas aussi. Donc, c'est une sorte aussi de limitation. C'est en même temps un contrôle, une limite. Ce qui nous permet à la fin de ne pas pouvoir avoir une concurrence entre 2 conteneurs. Donc, maintenant, on a une idée sur c'est quoi la containerisation, mais est-ce que la containerisation et Docker serait la même chose? Certes, dans le jargon, on utilise les deux. Quelquefois, on utilise Docker, quelquefois, on utilise containerisation, mais ce n'est pas forcément la même chose. La containerisation, c'est plus un concept que je viens de essayer de vous expliquer. Et le Docker, c'est plus une plateforme ou un écosystème. Donc, c'est un composant, c'est un logiciel qu'on installe. Et dedans, on trouvera ce qu'on appelle le Docker Server, on trouvera le Docker Client et d'autres composantes, comme par exemple le Docker Image, ou les images Docker, ou la gestion du réseau, ou la gestion des volumes, un peu les disques. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'écosystème ou la plateforme Docker, qui nous permet tout simplement de pouvoir répondre à ce qu'on vient d'expliquer par rapport à ce slide-là, qui est la gestion de plusieurs conteneurs sur le même système d'exploitation avec une abstraction au niveau système d'exploitation, une isolation au niveau process. Donc, pour pouvoir faire ça, on installe en général des logiciels comme Docker. Maintenant, si je veux rentrer un peu plus en détail sur ces composantes, bon, on ne pourra pas détailler parce que quand même, il y en a un beau paquet de services ou de blocs sur le Docker, mais on va essayer de prendre quelques-uns. Exemple, les Docker Image. Donc, c'est quoi un Docker Image? En fin de compte, c'est un entrepôt d'images Docker sur lesquelles on pourra, ou plutôt depuis lesquelles on pourra piocher pour créer des Docker. En fait, quand on crée un Docker par rapport à un mini-système d'exploitation. C'est comme un petit logiciel. En fin de compte, ici, on aura des images déjà prêtes. D'où viennent ces images-là? Parce que ces images peuvent être du Node.js, du Redis Cache, du Kafka ou carrément Ubuntu ou d'autres systèmes d'exploitation. Ça peut être un système d'exploitation comme ça peut être un mini-système d'exploitation, ce qu'on appelle un light OS. Ça peut être un petit light OS où dedans, il y a un seul process ou un seul logiciel préinstallé qui est par exemple le Node.js. C'est un peu ça, en gros, un exemple de Docker ou d'image Docker. En fin de compte, on peut prendre un petit système d'exploitation qui ne consommera pas beaucoup de ressources, comme un LightOS, et on installera dedans un Node.js et on le fournira comme une petite image. Et là, on pourra
avoir un petit système où il n'y a que Node.js, un autre système où il n'y a que Redis Cache, un autre où il y a Kafka, etc., etc. Ou on peut aussi avoir une image qui inclut tous ces services-là. Donc, tout dépend juste comment on présente la chose. Mais d'où viennent ces images? Alors, il y a deux cas de figure. La première, c'est qu'on a un composant qui s'appelle le Docker Hub. Alors, c'est quoi un Docker Hub? C'est un site public, un entrepôt public sur Internet, sur lequel on rentre, ça s'appelle hub.docker.com. Et quand vous rentrez sur ce Docker Hub, vous aurez toute la liste des images Docker prêtes à utilisation. Donc, on voyez ici, c'est par exemple l'image de Ubuntu, l'image Docker de Ubuntu. Ça, c'est l'image Docker en Light OS avec un Redis. Et on peut avoir énormément d'autres versions. Comme vous voyez ici, quand même, on est sur 6 millions d'images. Donc, rarement, on aura besoin, si on a besoin vraiment que des logiciels qui sont présents sur le marché, rarement on a besoin de créer le nôtre, à part s'il y a vraiment le besoin. Alors, on est quand même sur 6 millions d'images, on trouvera toujours notre besoin sur cette liste-là. Mais, certes, on a 6 millions d'images. Certes, c'est simple parce que les images sont déjà prêtes, mais ça reste un site public. En général, quand on est sur un niveau corporate ou dans une entreprise qui, par exemple, n'autorise pas d'avoir 6 images pushées en public, parce qu'il n'y a pas que des Node.js, des Redis Cache, on pourra développer notre propre application en mode Docker. Donc, il n'y a pas que les applications présentes sur le marché. Donc, si on est dans le cas où on développe notre propre application en mode Docker, où on a besoin aussi de faire des images spécifiques, à place de renvoyer ces images sur le Docker Hub qui est public et à ce moment-là, on aura la possibilité de les exploiter, on pourra tout simplement créer notre propre registry. D'accord? Ce qu'on appelle le Docker Registry. Après, il y en a plusieurs. Si on est par exemple sur du cloud Azure, on peut utiliser ce qu'on appelle le ACR, qui est tout simplement Azure Container Registry, sur lesquels, en 2 clics, on pourra générer notre propre registry et l'isoler pour qu'il puisse être consommé que depuis notre plateforme. Et à ce moment-là, on pourra pusher toutes les images, qui soient des images, comme j'ai expliqué auparavant, des images des applications connues mondialement, comme le Redis Cache, MySQL ou autres, ou même des progiciels qui sont développés maison. En général, dès qu'on a des progiciels et des mobile apps développés maison, rarement qu'on utilise le Docker, parce que ça reste un repository public, un registry Docker registry public. Donc, on utilise en général un privé. Donc, ça, c'est quoi un container et c'est quoi un Docker? Mais concrètement, c'est quoi? C'est bien d'expliquer que le container, c'est des process, c'est un petit morceau de disque dur, un CPU et une limitation en bande passante ou une réservation d'une partie de la bande passante, c'est bien, mais quand on prend une image et qu'on la push dans un container, techniquement, c'est quoi? En fin de compte, une image vient, comme j'ai expliqué, avec un morceau de disque, si je me permets de l'expliquer comme ça, un morceau de disque où il y a des logiciels préinstallés. Ça peut être, comme on a dit, des applications comme Node.js ou des applications, des logiciels développés maison. Plus un fichier, ce qu'on appelle les startup commands. En fin de compte, quand on démarre, ou plutôt on push une image Docker sur notre Docker à nous, qu'on veut créer, il y a 2 choses qui se passent. La première, c'est qu'on prend cette partie du disque qui est représentée par cette image et on la push dans la partie réservée de ce conteneur dans le disque. Donc, c'est un copier-coller, si on peut le dire comme ça, ou un extract, comme si on a un fichier. Bon, je vais un peu l'expliquer comme ça. C'est pas vraiment comme ça, mais juste pour explication, c'est comme si on prend un fichier compressé, un point zip ou un point rar, etc., et qu'on va juste l'extracter sur un morceau de disque. C'est juste un extract. Puis après, on va prendre un fichier, on l'envoiera un peu au Docker Engine pour l'envoyer au conteneur et on va envoyer quelques commandes dessus. Donc, ces commandes vont piocher dans ces services-là et vont démarrer des services. Ça peut être, par exemple, on va dire run Node, run Kafka, run Redis. Ça nous permet un peu de démarrer les instances de ces services-là dans notre conteneur. Un point, avant de passer au slide suivant, un point assez important, c'est que
dans les bonnes pratiques, rarement on a les trois dans le même conteneur. Donc, on voit ici, j'ai mis conteneur, j'ai mis les trois. Mais réellement, ce n'est pas le cas. Les bonnes pratiques font qu'on a besoin d'un conteneur par service, comme je l'ai expliqué au départ. Donc, en fin de compte, je pourrais prendre Node.js avec bien sûr quelques applications développées sur Node.js, je la mets dans un conteneur à part. Ça reste la même application, certes. J'aurai un conteneur, par exemple, où je vais inclure mon Node.js, un autre conteneur où je vais inclure mon Redis Cache, un autre pour Kafka, un autre pour mon progiciel. Je peux même isoler mon progiciel desktop, par exemple, versus le mobile app. Je peux le mettre dans deux conteneurs, comme je peux le mettre sur un. Donc, ça, c'est une étude qu'il faut faire pour savoir un peu comment dispatcher nos briques de notre application. Par exemple, supposons que c'est une application où il y a tout ça, nos briques d'application, est-ce que sur un seul conteneur, plusieurs conteneurs, c'est une étude à faire. Et à ce moment-là, pareil, chaque conteneur va, au moment où on va faire le build du conteneur, chaque conteneur, il y aura ce morceau de disque, ce morceau de fichier compressé qu'on va le décompresser ici, et cette ligne de commande qui va être envoyée sur le conteneur pour démarrer le service. Et vice-versa, jusqu'à un certain moment, on aura plusieurs conteneurs qui vont ensemble constituer notre application. Et en fin de compte, tous, même s'ils sont isolés, etc., vont tourner sur le même système d'exploitation hôte. Donc ça, c'est un peu le bloc image. Donc on a essayé un peu d'expliquer les Docker images. Un autre point aussi que je vais highlighter ici, c'est comment administrer, comment paramétrer, comment gérer cette plateforme. Donc pour faire ça, il y a ce qu'on appelle les Docker clients, donc forcément un Docker CLI, en ligne de command line interface, donc où un utilisateur va rentrer via ce Docker CLI sur le Docker client afin de communiquer vers le serveur Docker. Et c'est le serveur Docker qui pourra, ce qu'on appelle Docker Daemon, qui va communiquer avec les Docker ou builder les Docker, etc. Donc la communication ne passe pas directement sur le serveur, on ne passe pas directement sur les conteneurs, ça passe toujours par un Docker client. Donc ça, c'était j'espère que c'était assez, je peux dire, simple et concis pour expliquer c'est quoi un conteneur, c'est quoi un Docker, d'une façon un peu plus détaillée. Maintenant, si on avait plusieurs utilisateurs qui vont consommer notre application. Donc, je prends toujours le même exemple, dans la même application, il y a un Node.js, un Redis Cache pour notre cache, un Kafka, par exemple, pour nos applications, notre progiciel, etc. Supposons qu'on a énormément de requêtes qui arrivent sur notre plateforme jusqu'à qu'on a saturé notre OS. Il faut certainement notre matériel, par l'occurrence. Donc, quand on est sur ce modèle-là, on a un petit souci, c'est que, en fin de compte, le seul moyen pour faire, c'est de pouvoir dupliquer ce Docker-là, ou cet OS-là. Donc là, on aura un souci, c'est qu'on va se retrouver avec les mêmes contraintes qu'on avait au départ avec les machines virtuelles, donc où on est à dupliquer carrément toute la machine virtuelle. Pour ne pas avoir ce scénario-là, il y a une possibilité simple, c'est de pouvoir tout simplement isoler, ou plutôt séparer, pas isoler, mais plutôt séparer la gestion du Docker par rapport à ce qu'on appelle les workers, c'est-à-dire les conteneurs qui vont tourner. Donc, si on arrive à séparer ces deux-là, à ce moment-là, on a juste besoin de laisser le même control plane, si je me permets de le nommer comme ça, et à chaque fois que j'ai besoin de dupliquer, je ne vais pas dupliquer la totalité de l'instance, je vais dupliquer que les workers. Et c'est un peu là l'intérêt de l'orchestration des Docker. En fin de compte, l'orchestration, d'une façon assez simple, c'est j'ai un control plane unique pour toute la plateforme. Ce control plane, c'est celui qu'on va communiquer avec, et lui va essayer de gérer ce qu'on appelle des worker nodes. Donc, il y aura plusieurs. Un worker node, en général, c'est une machine virtuelle, une machine physique. On reste sur du virtuel. Une machine virtuelle, donc j'aurai une machine virtuelle pour le worker 1, une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. On peut avoir autant qu'on veut. Dans le worker, j'aurai plusieurs conteneurs, sauf que je vais regrouper ces conteneurs sur ce qu'on appelle le pod. Donc, en fin de compte, c'est un peu ça, l'architecture. On aura un seul control plane, pas plusieurs. Et chaque fois que j'ai besoin de plus par exemple, j'ai un deuxième Node.js à builder, je n'ai pas besoin de rajouter carrément un worker, je vais juste rajouter un conteneur dans un pod ou dans un nouveau pod.
C'est quoi les différentes technologies qu'on a dans l'orchestration? Réellement, il y en a plusieurs. J'ai essayé de prendre un peu ceux qui sont les plus connus sur le marché. Donc, il y a la solution du Docker lui-même, ce qu'on appelle Docker Swarm. Il y a aussi une solution qui s'appelle Kubernetes et une troisième qui s'appelle OpenShift. Après, il y en a plein. Il y a MezOS, etc., etc. Donc, si on veut être réaliste, sur le marché, celui qui est le plus consommé au niveau worldwide, ça reste le Kubernetes. Donc, je vais essayer de détailler que celui-là. On n'aura pas malheureusement le temps de détailler tous les autres. Donc, comment ça marche sur le Kubernetes? C'est quoi un Kubernetes? En fait, comme j'ai expliqué au départ sur le principe de l'orchestration, on a toujours un control plane, on va l'appeler le master node. Et sur ce control plane, il y aura un serveur, ce qu'on appelle un API serveur, sur lequel n'importe quel utilisateur veut communiquer avec notre plateforme de dockerisation ou de containerisation, il va passer via ce API serveur. En général, il y a comme on a dit tout à l'heure, il y avait un Docker client. Pour le Docker, il y a son propre client qui s'appelle kubectl. Sur lesquels, par exemple, c'est un des clients, il n'y a pas ça. On a la possibilité de faire avec d'autres mécanismes. Reste un peu sur kubectl qui est en command line qui permet de renvoyer nos instructions à notre API serveur. Et à ce moment-là, où l'API serveur va renvoyer ces informations-là selon pas mal de critères, comme le namespace, si vous vous rappelez un peu ce terme, on avait expliqué au départ le namespace, comme le namespace qu'on avait demandé avec les noms DNS, etc. Il va renvoyer ça vers le bon worker qui contient le bon container qui répond à notre besoin. Et à ce moment-là, il va envoyer vers ce qu'on appelle le kubelet. Et c'est le kubelet qui va interroger les pods, et c'est les pods à l'intérieur, il y a bien sûr des nodes. Donc, en fin de compte, c'est ça l'architecture. Si j'essaie un peu de résumer cette architecture, si je fais un retour en arrière de toute cette plateforme, quand j'ai une orchestration containerisée, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai un master node qui est central. Dans le master node, j'aurai la possibilité de créer un ou plusieurs clusters. Tout à l'heure, on a parlé sur un cluster, mais je peux créer aussi plusieurs clusters. Dans le cluster, je peux avoir plusieurs nodes. Et un node, c'est une machine virtuelle, si je le convertis comme ça. Dans le node, je peux avoir des pods qui sont un regroupement de plusieurs conteneurs. Et dans le conteneur, vous pouvez installer vos services. Ça peut être un service, ça peut être plusieurs services, même si la bonne pratique, il dit quoi? Il dit un service, c'est un conteneur. Donc, 1 à 1. J'espère que c'était riche et concis. Donc, je donne la main à mon collègue Georges pour vous donner plus d'infos sur cette partie. Alors, merci Faisal pour ton explication. Donc moi je veux vous parler un peu de donc on a ces outils qui sont le Docker, qui sont Kubernetes. On travaille avec le cloud. De nos jours, ça devient plus ou moins une obligation de travailler avec le cloud. Et le problème, c'est que on ne peut pas prendre notre application comme elle est aujourd'hui, avec ses limitations dont on parlera dans quelques instants, et la déployer directement dans un conteneur, donc notre application qu'on appelle un monolithique, donc c'est tout avec tous les services, qui est une application gigantesque, et la déployer dans un conteneur Docker. Donc, pour ça, il faut faire une transformation. On va parler de l'architecture microservices dans quelques instants, mais cette transformation est nécessaire pour pouvoir utiliser le cloud et le potentiel du cloud à fond. Donc, je vous rappelle, c'est l'utilisation des ressources à 100%, on va dire, et ne pas avoir des ressources qui sont chargés et qui ne servent à rien, ou bien si jamais l'application a plus de ressources, qu'on n'ait pas plus de demandes, de requêtes, qu'on n'ait pas moyen de répondre à cette demande accrue. Et donc, le cloud, il répond à ça, et le monolithique, lui, c'est une limitation. Donc, c'est quoi les limitations d'une architecture monolithique? Avant tout, on parle d'une application assez complexe dans laquelle on a plusieurs fonctionnalités, plusieurs services, plusieurs mêmes domaines qui ont un lien assez fort et couplé assez fort entre elles. Et donc cette complexité, elle va ne faire que s'accroître avec le temps, parce que on rajoute des fonctionnalités, on rajoute des scénarios pour laquelle l'application doit répondre. Et plus la complexité elle va augmenter, plus le temps moyen d'un change il augmente.
ce qui n'est pas nécessairement quelque chose de apprécié, surtout qu'on parle dans l'agilité de sprints qui sont time-boxés, qui sont assez courts, dans lesquels la prédictibilité est assez importante. Et en même temps, plus la complexité elle augmente, et pour pouvoir quand même garder un threshold et un throughput de livraison assez important, on essaye de quand même garder une batterie de test qui est constante. Et du coup, ça fait qu'il y a une partie du code qui n'est pas nécessairement testée lors des TNR et la fiabilité, avec le temps, elle diminue. On va avoir des problèmes de prod, on va avoir plus de problèmes à résoudre avec le temps. En parallèle, quand une application elle s'intègre dans un système d'information, à chaque fois qu'on veut livrer une fonctionnalité sur cette application, il faudra faire des tests d'intégration dans le système qui peuvent être très coûteux, et la mise en production elle-même, packagée, testée, tout ça, pour le moindre change peut être très importante. Et du coup, on préfère tout regrouper et tout tester d'un coup, ce qui fait l'effet un peu un effet roller coaster sur la livraison et sur les sprints. Et en même temps, en termes d'expérience de développement, on parle d'une expérience qui peut être très, très longue pour un développeur. Builder et runner l'application est quand même assez longue. Et la scalabilité, c'est dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est difficile à accomplir avec une application qui fait plusieurs centaines de mégas une fois déployée. Bien entendu, un autre point qui est la stack technique, à chaque fois qu'on veut mettre à jour, vu qu'on doit le mettre pour toute l'application d'un coup, c'est assez coûteux de faire cette modification. Alors, vient le microservice. Donc, c'est quoi un microservice? Un microservice, c'est une sorte de style d'architecture qui est basé sur des services. Une application, elle est splittée en plusieurs services, comme vous le voyez à l'écran, et chaque service, en lui, même, il est indépendant, il est testable en isolation, ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de tests d'intégration. Bien sûr, il faut toujours en faire quelques-uns avant d'aller en production, mais c'est diminué et c'est constant en termes de coût de test. C'est maintenable parce que c'est quand même un scope de domaine assez petit, et il ne traite qu'un domaine bien particulier. Donc, et du coup, on n'a pas nécessairement une complexité inhérente à chaque service. Et du coup, bien entendu, un microservice est géré par une seule équipe, ce qui permet de éclater cette notion de coordination avant une release. En soi, c'est ça les microservices. Alors, qu'est-ce qu'ils apportent comme avantage, les microservices? Les microservices, leur avantage, c'est avant tout, si on veut profiter du cloud, c'est cette scalabilité qui permet d'avoir une troisième dimension de scalabilité. Tout le monde a entendu parler de la scalabilité verticale, on a aussi entendu parler de la scalabilité horizontale. Donc très souvent, quand on parle de Docker et de containerisation, les gens y pensent avant tout à la scalabilité horizontale, ce qui veut dire que on a plusieurs instances identiques d'un même service ou d'une même application en quelque sorte, et les requêtes, elles sont distribuées entre ces instances-là. Donc c'est ce que Docker et Kubernetes surtout permettent de faire. Après, il y a la scalabilité verticale, c'est potentiellement avoir une instance qui est responsable d'un scope, d'un périmètre restreint de requêtes. Et ces deux notions, elles permettent d'améliorer la capacité de l'application et bien entendu aussi la disponibilité. Parce que si un service tombe, donc Kubernetes, il s'occupe de en provisionner un à la foulée. Donc moi, je vais parler d'une troisième dimension de scalabilité. C'est une fois qu'on a splitté en monolithique en plusieurs services, en ensemble de services, chacun traitant d'un domaine fonctionnel assez restreint, ce qui est le microservice, on a moyen d'avoir un service qui gère une distribution entre les différents services qui est faite à la fois en horizontal et en vertical, d'où le fait qu'on parle d'une troisième dimension.
Un microservice, il permet d'avoir un couplage faible. Le couplage faible, c'est quelque chose de très recherché en termes de développement ou même en termes d'intégration d'applications, parce que ça permet de déployer plus rapidement une modification en production. Et vu que la complexité, elle reste assez constante, on parle d'un temps moyen de changement, donc MTTC en anglais, c'est Mean Time to Change, qui est assez constant. Et bien entendu, quand on veut changer la stack technique d'un microservice, on peut changer une stack de manière incrémentale, service par service, pour ne pas faire un effet Big Bang et un grand investissement à chaque fois. Donc, mais OK, très bien. Bah, comment migrer une application monolithique vers microservice? Donc, il faut une approche un peu systémique de toute l'application et qui est itérative. Donc, on est agile, donc on aime bien tout ce qui est itératif. Et cette approche, donc il y a une approche qui est recommandée, qui est même recommandée quand on construit from scratch une architecture microservice, c'est avoir un monolithique à la base dans lequel il y a toutes les applications, tous les services et toutes les fonctionnalités qui sont regroupées. Et petit à petit, à chaque étape, avec le temps, on extrait un service et on le met dans un microservice à part jusqu'à ce que on mette à l'écart le monolithique qui, comme vous voyez bien à droite de l'écran, il devient, il est plus visible. Et bien sûr, tous les nouveaux développements qu'on fait autour d'un monolithique, quand on a choisi de s'orienter vers les microservices, il faut que c'est comme le service D, là, par exemple, qui n'existait pas avant, il faut qu'on le développe en microservice directement. Alors, donc, maintenant, vous allez me dire, OK, très bien, ben, je veux bien extraire un service, mais ben, comment je fais? Donc, vu qu'on a un peu débordé, donc j'ai un peu survolé cette partie. Vous pouvez poser des questions à la fin si ça vous intéresse. Donc, avant tout, on a identifié le service à extraire. Donc, pour l'identifier, très souvent, on conseille d'identifier celui qui a le plus grand retour sur investissement, ou bien, et d'une manière technique, celui qui a le moins de dépendance entrante. Et donc, celui qui a moins de modules dans le monolithique qui en dépendent. Après, donc, on refactor ce service-là pour qu'il ait un module à part avec un couplage très faible dans le monolithique. On sépare aussi la data qui le concerne dans la base de données. Il faut toujours se rappeler qu'on a une architecture monolithique très orientée base de données. Et après, bien entendu, on met en place une passerelle d'API qui, elle va faire du routing du trafic de production à terme entre le monolithique et le microservice. On définit un service séparé, donc le microservice en question qui contient les fonctionnalités de ce module. On refactor le code de l'application monolithique pour utiliser ce microservice. On change le trafic extérieur vers le nouveau microservice. Du coup, le code qui est dans le monolithique, il devient un code mort. On peut le décommissionner. Alors, donc, la partie de la base de données, on pourra, si ça t'embête pas, on pourra la passer, Faisal, parce que ça serait un peu débordé. Et du coup, parlons un peu des défis qu'on peut avoir. Donc, il faut se rappeler qu'il y a un défi au niveau de la migration de la base quand on migre quand on veut transformer la base de données. Et au runtime, on a aussi des défis tels que, bah oui, OK, j'ai plusieurs instances, mais aujourd'hui, bah, quand j'ai une application cliente, elle a dans son fichier de configuration l'URL du client, de l'API. Mais en soi, si on a plusieurs instances qui sont gérées d'une manière dynamique, cette allocation dynamique, le client ne peut pas savoir à l'avance où l'URL de l'instance sur laquelle il doit se baser. Du coup, il y a un pattern qui existe qu'on appelle le service discovery, dans lequel il y a un serveur où ces microservices, il va s'enregistrer et se désenregistrer quand il est plus disponible. Ce serveur, ce client, il se connecte à ce serveur-là. Le serveur, il va lui donner l'adresse du microservice de l'instance dont il a besoin. Et le serveur, il faut aussi qu'il gère l'état de ces instances. Ça veut dire qu'il doit requêter à chaque moment et savoir à chaque moment quelles sont les instances qui sont up ou pas
afin de les enlever de la liste des instances disponibles. Donc ça, c'est un des patterns qui existent auquel il faut penser pour gérer cette distribution et donc la scalabilité horizontale. L'autre problème qu'on peut avoir, c'est si jamais il y a un échec d'un des microservices. Très souvent, quand on ne se rend pas compte, mais un échec, il peut être répercuté d'un service à un autre, même à l'intérieur d'une application. Mais en architecture microservice, le problème, il est double parce qu'on risque de faire tomber tous nos microservices parce qu'il y en a un qui ne répond pas. Et donc, le pattern qui existe, c'est un pattern disjoncteur, c'est le circuit breaker, et il permet d'avoir plusieurs manières de répondre. Soit on fait un fail fast, ça veut dire que quand on a fait plusieurs appels à un microservice en temps court, on dépasse un certain seuil, on dit bon ok, maintenant les prochains appels pendant 5 minutes, je vais directement dire que le service n'est pas disponible. Soit on peut faire un fail silently, ça veut dire que si le service il n'est pas très important, quand il y a un fail, on le fait passer en silence, soit il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, qui est le graceful degradation. C'est imaginer, par exemple, vous êtes en train de naviguer sur un site e-commerce et que le service de paiement, il n'est pas disponible. Bah, tant que vous n'allez pas pour payer, vous aimez bien quand même naviguer parce que vous voulez vérifier les éléments que vous voulez rajouter dans votre panier. Donc, un service en moins, c'est pas la fin du monde. On peut l'attendre pendant 5-10 minutes qu'il revienne en place, mais c'est un truc utile. Donc, pour moi, je pense que c'est bon pour ce point-là. Donc, je redonne la main à Faisal pour le mot de fin et on peut s'orienter vers la question. Merci Georges et merci à vous d'être présent. N'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat. Il y a déjà quelques-uns, c'est déjà bien. On essaiera de répondre. On va commencer tout de suite. Alors, il y a Mehdi qui demande, avez-vous un exemple concret d'une décomposition d'application en microservices? Au niveau applicatif ou au niveau… Je suis juste en train de voir est-ce que c'est à Georges de répondre, c'est à moi. Alors, si c'est au niveau infra, oui. En général, si on prend le plus simple des applications, donc une application où on a un front, une API, services et un back. Un back, ça peut être une base de données en mode cache, par exemple, comme un Redis cache. Forcément, on aura une application frontale, donc ça peut être en Redis cache ou autre, plutôt en React.js ou autre. Après, on a de l'API, ça peut être pas mal d'autres services. Donc, en décomposition applicative, ça peut être un exemple comme celui-là. Après, en termes d'infra, on peut toujours rester sur du Kubernetes, par exemple, où on a plusieurs instances de la même. Ça veut dire, si par exemple, je prends le cas du React.js, je peux avoir le Docker de React.js sur plusieurs pods, sur plusieurs nodes, comme ça, j'ai une disponibilité. Par contre, je laisserai peut-être à Georges détailler un peu plus la partie purement applicative. Tu es en mute, Georges. Oui, je viens de remarquer, désolé. Oui, je peux donner un exemple concret d'une décompo d'une application. Imaginez que vous avez une application de order management dans laquelle, pour pouvoir faire du fulfillment de l'ordre, pour pouvoir faire passer une commande d'un client, on veut vérifier le seuil auquel il a le droit, ou bien on veut vérifier qu'il ne dépasse pas une limite, que le score du client, si le client par exemple c'est un client à risque ou pas client à risque, imaginons qu'au niveau d'une banque. Et donc en soi, quand tout ça c'était en monolithique, on avait souvent une couche de services à l'intérieur de la même application. Donc, elle est souvent quand même modulable dans ce sens-là. Et en soi, il y a un service parent qui, lui, il dit valide et passe la commande du client X.
Et donc, ce service-là, il va appeler une couche sous-jacente qui va dire, bah, en fait, pour ce client-là, je vais appeler la méthode qui va me vérifier dans une table, par exemple, par rapport au score du client, si son score, c'est un client à risque ou pas. Je vais passer dans un algorithme qui permet de dire que par rapport à ce produit-là ou pour une commande avec cette importance-là, le score, il doit être au-dessus ou en dessous d'un certain seuil. Donc, on appelle 2-3 services comme ça. L'idée d'une migration, donc, c'est dire, OK, j'ai un service d'order management, j'ai un service de client management, j'ai un service on va dire, scoring management. Et une fois que je les ai identifiés, je dois identifier aussi les tables sous-jacentes. Je dois faire en sorte à ce que chacun de ces services-là, avant tout, il soit le seul, donc à l'intérieur du monolithique, hein, je répète, il soit le seul qui accède à cette information-là. OK? Et donc, qui a le droit de la requêter. Et c'est comme ça que je crée un microservice, donc une application Spring Boot. On pourra voir ça dans un webinaire après, ou dans Spring Boot, c'est ce qui est le plus répandu. Après, on peut faire un microservice autrement, qui est une API que les autres services vont appeler. Donc, après, on va router les appels vers cette API-là. Et donc, les services existants, les modules existants à l'intérieur du monolithique, ils ne vont plus jamais être utilisés. Et la base de données, on pourra la migrer parce qu'il n'y a plus aucun autre module à l'intérieur du monolithique qui a un accès en lecture, écriture sur les tables de ce service, par exemple, comme celui du client management. Voilà. C'était un peu long comme explication peut-être, mais j'espère que c'était assez clair. Merci beaucoup, Georges. Après, n'hésite pas à me dire si tu as besoin de plus d'éclaircissement, de poser une deuxième question. Donc, je vais passer à une deuxième question déjà listée. Quels sont les points de différence entre les microservices et les SOA? Alors, je donnerai une petite explication très macro. Après, on peut entrer un peu plus en détail. En fin de compte, entre le monolithique et les microservices, il y a le SOA. Je m'explique. Si j'essaie un peu de faire une comparaison, c'est comme si on a une grande montagne. C'est un peu notre monolithique, donc c'est un gros morceau. Pour moi, le Service Oriented Architecture, le SOA, il est plus orienté service, comme son nom l'indique. Donc, c'est comme si on prend notre montagne, on la découpe en gros morceaux de pierre. Par contre, quand on part sur le microservice, c'est tout petit. C'est un petit microservice, comme le nom l'indique. C'est pas un service, c'est un microservice. Donc, on prend même le service, on le décompose en petits services. Après, en termes d'architecture, en général, quand on est sur du SOA, on est plus sur un principe de dire on décompose par rapport à un besoin business fonctionnel et on crée un service. Donc, un service dans le jargon SOA, c'est un niveau fonctionnel ou un besoin fonctionnel, business. On crée des services, puis après, on orchestre un peu la discussion et la communication entre les différents services via ce qu'on appelle un bus, ou un Enterprise Service Bus. Donc, c'est un ESB, ce qu'on appelle dans le jargon ESB. Donc, ça, c'est dans le SOA. Donc, SOA, c'est plus un utilisateur qui va rentrer sur un service bus, un Enterprise Service Bus, sur lequel ce service bus va le connecter vers plusieurs services qui sont, comme j'ai mentionné, plus des blocs, c'est des grands morceaux de pierre, c'est des services. Comme je dis, je vais rentrer sur un ERP, je vais me connecter sur un CRM et j'enchaîne un peu le process. Je vais me connecter sur une base de données pour récupérer l'historique des factures d'un client afin de voir est-ce que je peux lui donner un crédit ou pas. Donc, c'est des blocs et j'orchestre la communication entre les blocs via un Enterprise Service Bus et c'est un peu ça l'architecture SOA. Donc, il est plus un gros morceau quand même. Donc, quand je dis un service, c'est pas un microservice, c'est un gros morceau. C'est pas un front, un back, etc. Quand on part sur le microservice, comme son nom aussi l'indique, c'est un microservice, c'est un service, un microservice. C'est le fait de prendre l'application, donc une application en général, et la décomposer en petits services. Donc, c'est une application qu'on décompose. L'autre, c'est une orchestration je peux dire un peu d'un enchaînement business en plusieurs niveaux, plusieurs blocs fonctionnels sur lesquels je vais les traduire en services et je vais créer un service, je les connecte entre eux via l'ESB, via l'Enterprise Service Bus. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas le même niveau ni la même chose. Après, certes, il y a même des gens qui peuvent utiliser les Docker, même s'ils sont vraiment moins utilisés sur le SOA.
mais c'est plus, pour moi, un niveau un peu plus fonctionnel et business qu'un niveau technique, découplage d'applications en plusieurs services. Est-ce que, Georges, tu veux rajouter quelque chose sur ce point-là? Non, je peux juste te dire si au niveau aussi technologique, le SOA il s'oriente sur des standards assez complexes, des protocoles assez complexes d'échange d'informations. Et très souvent, au niveau de la data, on parle je sais pas si quelqu'un a entendu parler du MDM, du Master Data Management. Donc, on a un modèle de données, contrairement à ce qu'on a dit pour le microservice, qui est un modèle de données par microservice, on a un modèle de données commun à plusieurs services, pas des microservices, avec, on a dit, c'est une granularité plus importante, à des services, et c'est un modèle partagé, et chaque service, il est responsable de enrichir sa partie, la partie qui lui est importante pour lui dans ce modèle. Et dans ce cadre, quand les entreprises sont comme ça, la gouvernance au niveau de la data est très, très importante. Donc, c'est un niveau d'architecture un peu plus élevé. Et en soi, ce n'est pas incompatible avec les microservices, mais c'est pas du tout pareil. Hein, c'est pas au même niveau d'abstraction. Merci. Alors, on manque de temps. En tout cas, on va répondre à toutes les questions sur notre LinkedIn à la fin. Ça permet un peu d'avoir les réponses, donner les réponses à tout le monde. Et on prendra deux autres questions. Alors, la première, après, et ça, c'est pas une question parce que c'est juste une remarque, et merci, monsieur Anonyme, parce qu'il n'y a pas le nom. Il faut aussi identifier les dépendances du service. Certes, je confirme. Quand on fait du Docker, et quand on fait aussi du microservice, il faut toujours savoir un peu tout l'écosystème, ce qu'on appelle le mappage applicatif. Si on n'a pas un mappage applicatif assez clair, ça va être compliqué de gérer aussi les performances. Donc, c'est un bon point. Merci de soulever ce point-là. J'ai une question de José qui dit pourquoi les sociétés hésitent-ils à utiliser les microservices? Cela demande-t-il beaucoup d'investissement? C'est principalement, comme vous l'avez mentionné, c'est un point par rapport à l'investissement et au risque. Une grande partie des gens, ils ont déjà développé leur application en mode monolithique. Donc, si des applications qui existent déjà, ils sont déjà en monolithique. Les migrer, comme Georges l'a expliqué dans le slide, les migrer en monolithique, c'est un effort supplémentaire. Ce n'est pas juste une mise à jour à faire au niveau applicatif, mais c'est carrément une re-architecturing de l'application qui consomme du temps, qui demande de l'expertise de plus et aussi qui amène aussi un risque à étudier. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi le temps d'adaptation. Parce que les microservices, et puis dans le monolithique, on vient, on prend une machine virtuelle, on installe tout dedans et c'est bon. Quand on est au microservice, on est obligé aussi de architecturer chaque service comme une communication réseau, comme un bloc réseau. Et il faut savoir, la communication, elle passe comment? Donc, on est comme si on prend notre application, on la convertit en 10 applications qui communiquent entre eux. Donc, le challenge est assez intéressant, mais je dirais que dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent et qui développent leur application en microservices. Le changement, il est en cours. C'est pas, oui, pour l'instant, c'est pas systématique, mais le changement est en cours. Georges, surtout que toi, tu as travaillé beaucoup sur ces applications en microservices. Je voudrais rajouter que c'est, comme je disais, en fait, j'ai peut-être pas stressé assez, ça devient une obligation si on veut utiliser le cloud. Donc, déployer sur le cloud une application qui est énorme, on n'utilise pas les performances du cloud. Et on va potentiellement, si jamais on veut pouvoir dupliquer, ce que Faisal l'a dit au début, si on va dupliquer à la limite une machine entière, donc on va utiliser des ressources 2 fois les ressources de tout l'ensemble applicatif pour avoir un des modules qui a besoin d'une demande un peu plus accrue. Et le cloud, il va obliger tout le monde à terme à utiliser des microservices pour gérer les coûts. Donc, l'idée du cloud, c'est avoir des coûts fluctuants par rapport à la charge, mais avoir des coûts qui sont égales à la charge de travail. C'est le plus proche de la charge, le mieux c'est. Et donc, les microservices, applicativement, c'est la réponse. On ne peut pas faire mieux.
Alors, tant qu'on est là, il reste une question, donc on la prend avant de clôturer la session. Et la question, il dit, quand ce qu'il y a, alors à quel moment, je vais un peu le reformuler, à quel moment c'est pas nécessaire de passer sur une architecture microservice? Ou c'est quoi les limites ou les contraintes qui font qu'on ne pourra pas passer en microservice? Je réponds. Ouais, vas-y, Georges, j'arrive pas à trouver un cas concret parce qu'en général, on peut toujours. Alors très souvent, quand on veut faire du microservice, la question, c'est avant tout, l'un des bénéfices, c'est pouvoir faire du continuous delivery. C'est pouvoir répondre à un besoin du client qui est dynamique, faire de l'agilité, pouvoir livrer rapidement de la valeur et ne pas que ça nous coûte énormément de tester l'application. Donc, si jamais on a moyen, même avec un monolithique, d'avoir des TNR assez importants qui couvrent toute l'application, qui, par exemple, ils tournent la nuit, donc le lendemain, quand on regarde les tests, on est tranquille, on sait qu'on peut la livrer parce que là, on a une confiance dans nos tests. Si on travaille même avec un monolithique, avec du TDD, du BDD, donc en termes on a cette notion d'automatisation au moins des tests. Si on a moyen aussi de déployer ce monolithique, même si ça prend 1 heure, la demande du client, les downtime, c'est pas quelque chose d'important pour le client. Oui, le microservice, ça serait peut-être, ça rajouterait de la complexité dont on n'a pas besoin. Parce que très souvent, quand on veut livrer, le client, on lui dit downtime de 30 minutes, il dit OK, dans tous les cas, moi à midi, j'ai terminé ma journée. Donc, pas besoin qu'on ait un service avec une disponibilité très, très haut niveau. À ce moment-là, le microservice, il n'est pas fait pour cette application. Donc, sur ça, on va clôturer la session. Merci infiniment d'être parmi nous. N'hésitez surtout pas à poser plus de questions sur LinkedIn, sur YouTube. Donc, forcément, cette session est déjà recordée, sera présentée sur notre channel YouTube. Donc, n'hésitez surtout pas à poser d'autres questions, à remonter des remarques, à demander plus d'éclaircissement sur n'importe quel point. On sera là pour répondre, même en mode après ce webinaire. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.